qui montre bien les problèmes méthodologiques qu'il y a dans l'obtention de résultats qui sont publiés et donnés en pâture au public. Merci bien pour vraiment cette méthodologie qu'il veut présenter et puis les cas d'application à la fin qui sont vraiment sur le sujet que nous étudions aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est branché. Ça marche? Vas-y, Mathis. Votre raisonnement sur l'effet des faibles doses suppose quand même que les cassures double brin dues au métabolisme oxydatif normal sont entièrement réparées. Or, si elles ne sont pas entièrement réparées, ce qui est possible du fait que certains cancers du LH peuvent provenir de ces cassures-là, à ce moment-là, une faible dose vont engendrer des cassures non réparées. Et donc, il y aura un effet, au lieu d'avoir, je dirais, quelque chose multiplié par 0, vous aurez quelque chose multiplié par un certain risque. Et donc, les faibles doses engendreront quand même un risque de cancer. Les cassures, il y a effectivement normalement dans l'organisme des cassures qui ne sont pas réparées de façon physiologique, de façon naturelle en tout cas. Et c'est bien pour ça que ces cassures peuvent s'accumuler et qu'au cours du temps, on voit augmenter l'incidence des cancers. Cela dit, les cassures qui sont créées par les faibles doses de rayonnement ionisant, comme je l'ai dit, sont des cassures qui sont souvent différentes, hein, c'est-à-dire des cassures qui provoquent des dégâts multiples localisés, et ces cassures-là sont incompatibles avec la division cellulaire. Et donc, si vous voulez, il n'y a pas de raison que ces cellules soient réparées, puisque la dose est faible, et ces cassures ne sont pas viables en réalité. Donc quand on regarde ce qui se passe, quand on fait multiplier des cellules auxquelles ce genre de cassure a été imposé, on voit une disparition des cellules qui ont subi ce genre de dommages. Donc que la cellule ait par ailleurs d'autres cassures ou non, franchement, je ne vois pas ce que ça change. Hein. Le phénomène, c'est une cellule subit un dégât et on constate que ces dégâts ne sont pas réparés quand les cellules se multiplient, c'est-à-dire quand la cellule se divise. Et que donc au moment de la division, vous avez la mort mitotique. Et ça, même s'il y a d'autres anomalies génétiques, ça va être quand même le même résultat. Alors, il y a beaucoup de questions, une dizaine de questions. Je prends dans l'ordre où ça a été demandé. Voilà, je vous remercie parce qu'on a beaucoup appris, donc notamment sur le mécanisme, sur les très hautes tensions. Il y a effectivement le phénomène de la boîte aux lettres que je connais bien, puisque ma boîte aux lettres est située sous une ligne de haute tension à 300 mètres de la maison. Donc je témoigne que ça existe. En Corse. Et en Corse également, je suis intervenu auprès de mes amis de la commission de Tchernobyl qui a sorti l'étude très intéressante qui a été publiée et qui conduit à des conclusions assez réalistes de la part de l'Assemblée territoriale. Et donc cette étude montre effectivement que l'intervalle d'incertitude passe très souvent par 0. Donc moi j'apprends aujourd'hui que quand cet intervalle passe par 0, et bien le risque est non significatif. C'est pas du tout les conclusions des gens qui ont fait l'étude et les conclusions des politiques. Donc je crois que c'est un fait méconnu qu'il faudrait que vous fassiez connaître plus largement. Je vous remercie de nous l'avoir appris. D'autre part, ces graphiques ont été présentés de manière tendancieuse, c'est-à-dire que lorsque l'excès de risque est largement positif, l'intervalle d'incertitude n'apparaît pas sur les graphiques, alors que quand il est négatif, là on a un intervalle d'incertitude avec bien le point haut qui montre qu'il se pourrait que ça soit positif. L'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance, oui, pardon, excusez-moi. Voilà, donc ça montre qu'on est capable de faire une étude, d'obtenir des données d'une certaine qualité, qu'on ne remet pas en cause, mais simplement sur la présentation des résultats, on profite du fait que des gens comme moi qui ne savent pas lire ces graphiques peuvent être abusés par le fait de masquer ou pas l'intervalle de confiance selon que le résultat va dans le sens que l'on souhaite ou pas. Donc je vous remercie d'avoir fourni cette précision. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Oui, dans l'étude dont vous parlez, hein,
Oui, ça marche. Allez-y. Oui, dans l'étude dont vous parlez, il y avait d'autres problèmes. Hein. Il y a premièrement le problème du groupe témoin qui a été pris dans un autre pays, pour lequel l'effort de dépistage peut être complètement différent. En ce qui concerne le cancer de la thyroïde, on a un effet dépistage massif. Pourquoi? Parce que le cancer de la thyroïde est extrêmement prévalent dans la population en général à partir d'un certain âge. À partir de 45-50 ans, il y a à peu près 25% des personnes qui ont un cancer de la thyroïde et qui ne le savent pas et qui ne s'en portent pas plus mal et qui ne s'en porteront jamais plus mal. Pourquoi? Parce que ce sont des micro-cancers dont le nombre de mutations n'est pas très important et qui n'ont pas cette capacité de prolifération indéfinie. C'est quand même des cancers au sens strict, hein, mais ce n'est pas des cancers qui se développent. Et donc, si vous cherchez ces cancers, vous allez les trouver. Alors évidemment, plus on inquiète les gens, plus ils vont faire l'échographie, plus on va trouver de micro-cancers, et donc plus ça va les inquiéter. Donc, il y a un cercle vicieux qui s'engage. Et donc, comparer une population à une autre ne peut se concevoir que si l'effort de dépistage est identique. Et en pratique, il n'y aurait pas 50 solutions. Si on veut faire les choses proprement en Corse, il faut prendre des gens strictement au hasard, il faut les prendre strictement au hasard dans les plaines de l'Est, à Léria, bon. Et puis à l'Ouest, à Ajaccio par exemple, et puis faire la comparaison entre les deux, après avoir fait des échographies dédiées par des gens qui ne savent pas si les gens viennent d'Aléria ou viennent d'Ajaccio. Donc on comprend la lourdeur que ça a. Et de toute façon, compte tenu des doses en jeu, on comprend aussi que c'est quelque chose d'absurde et de stérile. Oui, je voulais simplement savoir si dans la diapositive qui présente le mécanisme de tout ce qui peut se passer au niveau de l'ADN d'une cellule à partir d'une faible dose, hein, les différents cas de figure, est-ce qu'on a le droit, parce qu'on le fait dans des exposés qu'on fait à des élèves dans les lycées, est-ce qu'on a le droit en haut de remplacer faible dose de rayonnement par faible toxique chimique, et que tout le restant, le schéma est identique? Il y a des toxiques chimiques pour lesquels, effectivement, c'est valable. Je ne suis pas certain, ce n'est pas ma spécialité, hein, qu'on puisse généraliser cela à tous les toxiques chimiques. Hein. Là, il faudrait demander à des toxicologues. Roland, tu as une idée là-dessus? Je crois que ça fait allusion, disons, aux génotoxiques par rapport aux toxiques généraux. Les génotoxiques, on peut leur appliquer à peu près la même formule. Pour les autres, tout dépend des mécanismes qui sont en jeu. Pour certains, c'était démontré hier avec l'étude de Vandenberg, par exemple. En gros, la règle générale, c'est la non-monotonie, je crois. Quand on est dans le domaine des très faibles doses, lorsqu'il y a une exposition naturelle qui est normalement élevée, c'est le cas de l'irradiation naturelle en particulier, cet effet-là disparaît un petit peu, il apparaît, disons, dans le groupe témoin. Néanmoins, lorsqu'on peut isoler les paramètres, on s'aperçoit que la non-monotonie est quasiment de règle. Ça ne veut pas dire du tout qu'aux doses faibles, il y a des risques plus élevés qu'à des doses un peu plus élevées. Ce n'est pas du tout comme ça que c'est présent. Il faut voir au cas par cas. On ne peut pas généraliser. Mais il y a des toxiques pour lesquels c'est réel. Hein. Il y a effectivement, on a des effets de seuil qui correspondent à des mécanismes de défense différents. Je vais reprendre deux questions parce que le temps passe. On pourra voir tout le monde, tant pis. On pourra discuter pendant la pause café. Donnez vos noms lorsque vous posez une question, qu'on sache un peu où on est, qui parle. Denis Linglin. Je suppose que toutes ces études faible dose, elles sont publiées. Je suppose que c'est dans des revues à comité de lecture. Donc comment les référés peuvent-ils laisser passer de telles analyses? Est-ce pour obtenir des budgets ou de la notoriété? Je me pose des questions sur l'éthique qui est derrière. Vous supposez bien. Et alors les raisons, c'est un peu délicat. Tout d'abord, il y a des milliers de revues. Donc il y a une pression très forte pour avoir des papiers à publier. Les référés c'est souvent des tout petits mondes, donc où tout le monde se connaît.
et de temps en temps, quand vous connaissez bien le sujet, qu'on vous envoie un papier à relire, il ne faut pas être grand clair pour savoir qui l'a écrit. Donc il y a de temps en temps, je dirais pas du copinage, mais il y a, disons, une certaine réticence à descendre le papier d'un collègue qu'on voit régulièrement. On constate malheureusement que certaines revues, même des grandes revues, se laissent aller à un effet, je dirais, paparazzi, et aiment bien publier des choses inquiétantes qui vont faire du buzz, qui vont faire de la publicité. Voilà, donc, mais je suis de votre avis. Il y a certaines études dont le niveau est quand même très très contestable et dont on se demande comment c'est passé. Alors, je connais des exemples, et je ne vous dirai pas, c'est des études parmi celles que je vous ai présentées, dans lesquelles les référés étaient extrêmement sceptiques. Si on avait suivi l'avis des référés, on n'aurait pas publié, et où ça a été publié quand même. Donc il y a de temps en temps le désir de l'éditeur en chef de faire un papier qui va faire parler de lui et qui va faire parler de la revue. Voilà, donc c'est des choses qui arrivent et qui font que, et c'est d'ailleurs pour ça, vous savez, c'est pas uniquement là-dessus, mais vous entendrez Anne Perrin demain quand